Bonjour à tous, dans le cadre de cette nouvelle séance, nous allons aborder cette fois les clés pour aborder efficacement l'épreuve du cas pratique ou de la consultation juridique qui vous sera donnée à étudier dans le cadre d'une épreuve de 2 heures suivant le nouveau programme que nous avons identifié. Alors, comment aborder efficacement l'épreuve du cas pratique? Alors, avant tout et plus que jamais pour le cas pratique, il importe de respecter une stricte méthodologie. Puisque, et ça il faut le garder en tête dans le cadre de votre préparation, dans le cadre justement de l'examen qu'il vous faudra faire du cas pratique, il faut respecter une stricte méthodologie. Alors sans doute vous n'en pouvez plus puisque depuis 4 ou 5 années on vous répète sans cesse la méthodologie. Les méthodologies parfois vous venez également nous indiquer qu'elles peuvent varier. Rassurez-vous ici, la méthodologie que nous allons voir elle va être constante, il vous faudra strictement l'appliquer, strictement la respecter, puisque au-delà de la solution que vous pouvez donner, ce qui importe véritablement en procédure pénale peut-être plus qu'ailleurs, mais en procédure pénale avant tout, c'est de respecter une stricte méthodologie, puisque au-delà de la solution que vous allez apporter à votre cas pratique, on va vous noter avant tout sur le raisonnement qui conduit à cette solution. Parfois on peut aboutir à deux solutions différentes, il n'y a pas de solution forcément arrêtée, parfois, rassurez-vous quand même, mais parfois une solution peut être discutée, et ce qui importe plus que jamais justement, c'est cette discussion que vous allez tenir dans le cadre de l'examen de votre cas pratique. Et pour tenir une discussion juridique, une discussion rigoureuse, il importe justement de respecter ces spécificités méthodologiques. Alors dans ces spécificités, d'abord, lorsque vous allez aborder votre cas pratique, il vous faut, ça paraît évident, ça peut prêter à sourire, mais lire attentivement le cas pratique. Pourquoi? Puisque spontanément, quand on vous donne le sujet, vous le parcourez en diagonale, d'abord pour vous rassurer en vous disant c'est bon, je maîtrise la plupart des notions, donc vous allez faire sans doute dans un premier temps une lecture transversale, une lecture rapide pour vous rassurer, qui sera finalement une lecture inefficace, mais qui aura peut-être le mérite de vous ramener un peu moins de stress et un peu plus de concentration. Donc prenez le temps d'une lecture attentive, ça suppose du coup une deuxième lecture, parce que la première lecture sera transversale, ce ne sera pas vraiment une lecture, donc une deuxième lecture, une lecture attentive, et ensuite, une fois que vous aurez lu attentivement, une fois que vous aurez identifié dans le cadre de cette lecture attentive les différents points que nous allons ensuite évoquer, il importe de relire enfin une troisième fois, si je puis dire, l'énoncé. Vous allez vous dire, ce n'est pas forcément nécessaire, je l'ai déjà lu attentivement, je ne vais pas forcément relire une fois de plus ce sur quoi j'ai passé du temps. Eh bien si, puisque s'il y a lieu à perdre du temps, c'est plus que jamais justement à ce stade-là. Il faut perdre du temps à ce niveau-là, il faut perdre du temps à la lecture du cas pratique, puisque cette perte de temps peut être parfois précieuse, puisque c'est dans le cadre de cette perte de temps, entre guillemets, où vous allez vous rendre compte, à la faveur d'une énième relecture, d'une dernière relecture, d'une troisième relecture attentive, un éventuel pan du sujet que vous n'auriez pas identifié, notamment lorsqu'on vous donne à traiter un cas pratique ouvert. Un cas pratique ouvert est un cas pratique où les questions ne sont pas identifiées. Donc dans ce cadre-là, c'est à vous justement d'identifier les problématiques, c'est à vous d'identifier les difficultés qui pourraient se poser. Donc dans le cadre d'un cas pratique ouvert, justement, plus que jamais, il faut être attentif à la lecture de l'énoncé pour ne passer à côté d'aucune problématique, au risque justement de n'aborder qu'une partie du sujet et donc de ne pas épuiser l'intégralité du sujet et de finalement commencer votre cas pratique avec simplement une partie des points et pas l'intégralité des points qui est allouée ici à la résolution du cas pratique. Lire attentivement le cas pratique, c'est donc épuiser l'ensemble des problématiques et c'est aussi vous assurer que vous avez correctement identifié ces problématiques, c'est vous assurer que vous êtes parti dans la bonne direction. Donc c'est vous épargner finalement ce qui va vous faire perdre inutilement du temps, ce qui va également agacer votre correcteur, ça va être le hors-sujet. Donc prenez du temps pour lire justement attentivement ce cas pratique. Dans le cas de cette lecture attentive, c'est le deuxième point, il vous faudra justement identifier ces problématiques. Les identifier, comme je vous l'ai dit, si elles ne sont pas expressément identifiées au terme des questions qui sont posées. D'ailleurs, même si c'est un cas pratique fermé avec des questions identifiées, parfois les questions peuvent être en elles-mêmes ouvertes, des questions assez larges, et dans le cas de ces questions larges, envisager, identifier les différentes problématiques qui peuvent conduire justement à la résolution de la question qui vous est posée. Donc, dans le cas de cette lecture, vous allez justement identifier différents points incontournables. D'abord, dans le cadre de la procédure pénale,
la procédure pénale concerne une infraction, naturellement. Ça va être ici, dans un premier temps, des investigations, donc une enquête de police ou une instruction. Ça va être ensuite, le cas échéant, dans un second temps, des poursuites, avec la saisine du juge d'instruction ou avec la saisine de la juridiction de jugement. Donc tout part de l'infraction, il vous faut donc identifier ici l'infraction concernée. Identifier s'il s'agit d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Puisque la nature des faits ici, la classification légale des infractions, va dicter le régime procédural applicable. Très concrètement, si vous avez justement des faits de nature criminelle et que les investigations sont ouvertes, qu'une enquête est ouverte, forcément, dans le cadre de vos investigations, vous allez aboutir à terme à l'ouverture d'une information judiciaire, puisque l'instruction, l'information judiciaire est obligatoire en matière criminelle. Et on aboutit justement au second point à identifier. Ce second point sera fonction du premier point, le cas échéant, comme nous l'avons indiqué, le cadre juridique d'enquête. Très souvent, lorsqu'on va vous demander si tel ou tel acte d'investigation est régulier, il vous faudra au préalable déterminer dans quel cadre justement d'enquête il a lieu, puisque le cadre juridique d'enquête, comme on l'a vu dans le cadre de la première séance, ce cadre juridique d'enquête va dicter le régime des actes d'investigation. Donc identifier à partir de mots importants, de mots-clés, par exemple si on vient vous dire que l'enquête se déroule sous la direction du procureur de la République, si l'enquête se déroule sous la direction du procureur de la République, c'est forcément c'est une enquête de police, enquête préliminaire ou instruction. La distinction entre les deux va être fonction ici de la proximité des faits. La flagrance suppose une certaine urgence, suppose en quelque sorte que l'infraction s'est commise il y a peu ou qu'elle vient de se commettre, donc soyez également attentifs aux éléments temporels, puisque les éléments temporels, au-delà de la nature des faits, va vous dicter le régime des actes d'investigation. Vous pourrez deviner, vous pourrez en déduire qu'il s'agit plutôt d'une flagrance que d'une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire dure dans le temps alors que la flagrance répond à une certaine urgence. Si on vient vous dire qu'un réquisitoire introductif a été délivré, forcément, à partir de ce terme-là, qu'il vous faut identifier dans le cadre de votre cas pratique, vous allez deviner qu'un juge d'instruction est saisi. Donc soyez attentifs aux acteurs qui vont être ici identifiés, également dans le cadre de votre cas pratique, puisque les acteurs qui seront ici identifiés peuvent également vous amener à penser, à retenir plutôt un cadre juridique d'enquête plutôt qu'un autre. Ensuite, prenez la peine d'identifier les différents actes d'investigation qui sont effectués justement dans le cadre de cette enquête, dans le cadre de cette enquête de police, de cette enquête de flagrance ou de cette instruction. Quels sont les actes d'investigation qui vont être effectués? Une garde à vue, une perquisition, une saisie, des écoutes téléphoniques. Donc ces actes d'investigation, il faut les identifier puisque très souvent les questions vous seront posées sur la régularité de ces actes d'investigation. Identifier, comme je vous l'ai dit, également au-delà des actes d'investigation, les protagonistes. Identifier s'il s'agit du procureur de la République qui ici diligente les actes d'investigation pour voir s'il est compétent pour les diligenter. Parce que les actes d'investigation, par exemple, les plus graves, les actes d'investigation les plus coercitifs, échappent à la compétence du procureur de la République pour ressortir ici de l'autorisation du JLD. Donc soyez attentifs justement sur les acteurs ici qui vont être à l'origine de ces actes d'investigation. De même, lorsqu'on vient vous indiquer qu'un APJ, un agent de police judiciaire, effectue un acte d'investigation, soyez vigilants puisque parfois certains actes d'investigation ne peuvent être effectués que par un OPJ, un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle d'un OPJ. Donc soyez attentifs à la sémantique, à la terminologie employée. Lorsqu'on vous parle d'enquêteur, c'est un terme assez générique. Donc lorsqu'on vous parle d'enquêteur, vous ne savez pas si c'est un OPJ ou un APJ. De sorte que dans la résolution de votre cas pratique, vous allez apporter une réponse nuancée, en venant dire que l'enquêteur est peut-être un OPJ et peut-être un APJ. En l'occurrence, en l'absence de précision de l'énoncé, vous allez ici nuancer votre réponse pour la ventiler. Identifier, comme je vous le disais aussi, les magistrats qui interviennent, procureur de la République, JLD, juge d'instruction, pour voir s'ils étaient compétents ou non dans le cadre justement des investigations qui ont été diligentées. Soyez également attentifs dans le cadre de votre lecture du cas pratique, dans le cadre de l'identification justement des problématiques qui peuvent se poser, soyez attentifs aux dates et aux heures.
Aux dates, pourquoi? Aux dates d'abord, puisque à la faveur d'une loi nouvelle, va peut-être se poser la question de l'application de la loi pénale dans le temps. Alors en matière procédurale, c'est une application immédiate de la loi de procédure, puisqu'elle est en principe neutre sur le terrain de la répression, sauf parfois lorsque cela peut avoir des conséquences sur la répression, la loi de procédure ne va pas forcément être applicable immédiatement, ou en tout cas on va ventiler dans le temps les effets de son application. Je pense notamment en matière de prescription avec une loi récente, une loi du 27 février 2017, qui est donc entrée en vigueur très récemment et qui peut vous poser en tout cas une question d'application de cette loi pénale dans le temps. Donc soyez vigilants aux dates sur justement cette question-là d'application de la loi pénale dans le temps. Soyez également vigilants sur les heures qui peuvent justement préciser une date, puisque les heures vont souvent engager des délais. Et en procédure pénale, les actes d'investigation, notamment lorsqu'ils sont particulièrement coercitifs, vont forcément être circonscrits à un délai déterminé, au-delà duquel les enquêteurs ne pourront pas aller, sauf à ici verser dans une irrégularité, dans une éventuelle nullité. Donc soyez attentifs aux délais qui vous sont donnés, puisque ces délais commandent très souvent la régularité d'une procédure, la régularité d'un acte d'investigation. Dans le cadre de cette lecture, lorsque vous avez justement identifié ces différentes problématiques, vous allez ensuite préparer un brouillon. Alors attention, l'épreuve est courte, donc le brouillon est rapide. Ça va être ici une prise de notes pour justement reprendre la chronologie des actes d'investigation. La chronologie est très importante en procédure pénale, puisqu'on va voir que lorsque vous avez constaté l'irrégularité d'un acte au début de la procédure pénale, ça peut avoir des conséquences sur les suites de la procédure. Donc reprenez rapidement au brouillon la chronologie des actes d'investigation. Vous allez le faire d'ailleurs au fur et à mesure de la lecture de l'énoncé. Vous allez reporter au brouillon justement les différents actes d'investigation qui vont être effectués. Exposer et identifier également à la mesure de l'identification des problématiques au brouillon les différents problèmes que vous relevez. Ensuite, lorsque vous avez justement repris cette chronologie, lorsque vous avez identifié les problématiques, vous allez chercher très rapidement dans votre code de procédure pénale. Cette recherche va être rapide puisque vous avez pris le temps pendant votre préparation d'identifier les différents fondements juridiques, d'identifier la jurisprudence. Donc vous allez ici noter au brouillon très rapidement les fondements juridiques pour résoudre les problématiques que vous avez identifiées. Donc les dispositions juridiques applicables et le cas échéant, la jurisprudence qui peut illustrer l'application d'une disposition. Donc vous vous contentez au brouillon ici, ne versez surtout pas dans une quelconque rédaction, sinon vous n'aurez pas le temps de terminer. Vous allez simplement ici identifier donc, après avoir identifié les problématiques, comment est-ce que vous allez résoudre ces problématiques en identifiant fondement juridique, donc article, et ensuite, le cas échéant, jurisprudence. Donc préparation d'un brouillon rapide. Ensuite, sur la base de votre brouillon, sur la base justement des problématiques que vous aurez identifiées, vous allez établir rapidement, succinctement, on ne vous demande pas de travailler ici un plan particulièrement abouti, mais on vous demande de structurer vos idées, notamment lorsqu'il s'agit d'un cas pratique ouvert. Lorsque vous avez un cas pratique ouvert où les problématiques ne sont pas identifiées, c'est à vous justement de les identifier et c'est à vous de les résoudre justement en respectant un plan. Le plan que vous allez suivre va être fonction de la chronologie. Avant d'identifier la régularité des actes d'investigation en respectant leur chronologie, vous allez très souvent, initialement, déterminer le préalable, à savoir, comme je vous l'ai indiqué, le cadre juridique d'enquête. Puisque, point n'est besoin d'identifier un acte d'investigation, sa régularité, si au préalable, vous n'avez pas déterminé dans quel cadre est-ce que cet acte d'investigation a été effectué, puisque le cadre juridique d'enquête, l'enquête préliminaire, la flagrance, l'instruction va avoir une incidence sur le régime juridique applicable. Très concrètement, lorsque vous avez une perquisition, dans le cadre d'une enquête préliminaire, par exemple, vous allez devoir solliciter le consentement par principe de la personne, alors que dans le cadre d'une flagrance ou dans le cadre d'une instruction, les policiers peuvent s'affranchir ici du consentement. Donc vous voyez bien que le préalable, c'est de déterminer le cadre juridique d'enquête pour voir ensuite dans un second temps, lorsque vous allez étudier la régularité des actes d'investigation point par point, vous allez voir ici que ce cadre juridique d'enquête que vous aurez dans un premier temps étudié, dans un grand E par exemple, grand E la détermination du cadre juridique d'enquête, vous allez voir ensuite que ce préalable, ce propos liminaire, va avoir une incidence sur les parties qui suivent, sur grand E, la régularité par exemple de la garde à vue. Puisque dans le cadre de l'enquête, par exemple préliminaire, une garde à vue a eu lieu.
Donc, dans un second temps, si le deuxième acte d'investigation qui a été effectué, enfin le deuxième acte, pardon, le premier acte d'investigation a été effectué, c'est une garde à vue, dans ce cas-là, dans un grand 2, vous allez déterminer si cet acte d'investigation est régulier. Donc, grand 2, la régularité de la garde à vue. Vous allez voir dans l'étude de cette régularité si la garde à vue est régulière ou si elle est irrégulière. Et ensuite, vous allez envisager l'acte d'investigation qui a suivi la garde à vue, ou qui était par exemple concomitant à la garde à vue, une perquisition par exemple. Vous respectez cette chronologie, pourquoi? Dans le cadre de votre plan, cette chronologie, on doit la retrouver, puisque lorsqu'un acte est irrégulier, si votre garde à vue par exemple est irrégulière, son irrégularité, si elle entraîne nullité, va s'étendre aux actes subséquents, aux actes qui suivent la garde à vue et qui reposent exclusivement sur cette garde à vue. Si la perquisition par exemple qui suit repose exclusivement sur les propos qui ont été tenus par la personne en garde à vue, et que ces propos ont été ici recueillis de manière irrégulière, dans ce cas-là, l'irrégularité va s'étendre aux actes subséquents, à la perquisition, par exemple à la saisie qui s'en est suivie, etc., etc. C'est comme ça que l'on peut avoir des nullités en cascade, d'où l'importance de respecter un plan ici structuré en respectant cette chronologie. Une fois que vous avez établi rapidement au brouillon un plan structuré, vous allez ensuite passer à la rédaction du cas pratique. Vous allez d'ailleurs très rapidement passer à la rédaction, puisque comme je vous l'ai dit, vous n'avez que peu de temps pour rédiger justement votre cas pratique. Alors, je vous le dis une fois de plus, ça vous paraît évident, mais c'est très important pour corriger des copies régulièrement. On est attentif à ce que la copie soit lisible. Pourquoi? Puisque cela traduit également l'attention que l'étudiant porte à la résolution du cas pratique. En principe, les copies les mieux présentées sont aussi les copies les plus rigoureuses. Donc, attention, très souvent, la forme de votre copie va traduire le fond de votre copie. On va voir si justement vous veillez, par exemple, dans le cadre du syllogisme juridique, votre majeur, le rappel de la règle de principe, ensuite l'application en l'espèce et ensuite la conclusion. On va voir si dans le cadre de votre présentation visuelle, vous respectez bien, par exemple, je ne sais pas, concrètement ça va être des alinéas, ça va être des sauts de ligne, pour qu'on puisse justement identifier les différentes étapes de votre raisonnement. Donc veillez justement à la lisibilité de votre copie, puisque la présentation ici participe justement de l'articulation de votre raisonnement, de sa cohérence. Ne négligez pas également, dans le cadre du temps qui vous est imparti, parce que vous avez peu de temps, ne négligez pas également l'expression. D'accord? L'expression est importante puisque au-delà de l'oralité de la profession d'avocat, c'est également une procédure, en l'occurrence pas en matière pénale par principe, mais ça peut être aussi une procédure écrite. Donc ne négligez pas également ce travail de rédaction. D'ailleurs, dans l'expression que vous allez employer, il faut veiller à une expression en quelque sorte dédiée au cas pratique. Une expression dédiée au cas pratique, ça va être ici employer par exemple des termes qui vont structurer, charpenter votre raisonnement. Ça va être premièrement, deuxièmement, tout d'abord, ensuite. Justement, en vous servant justement d'une expression qui vient articuler votre raisonnement, ça viendra également, sur le fond de votre devoir, justement montrer la rigueur de votre raisonnement. Et justement, comme je vous l'ai dit, on vous note avant tout sur la rigueur de votre raisonnement, plus que sur la solution. Peu nous importe finalement que vous arriviez à la solution. Peu nous importe par exemple que vous vous serviez d'une jurisprudence en venant dire la jurisprudence a dit que et que vous concluez. Ça nous est indifférent. Ce qui nous importe véritablement, c'est la règle de droit est celle-ci. Vous le rappelez dans votre majeur. La jurisprudence, sur la base de cette disposition textuelle, a considéré en l'occurrence que, et là vous illustrez. Vous prenez bien évidemment une jurisprudence qui se rapporte le plus possible à votre cas d'espèce. Si vous trouvez une jurisprudence topique, si vous ne trouvez pas de jurisprudence, ce n'est pas grave. Ce qui importe avant tout, ce sont les fondements juridiques en matière pénale. Et ensuite, vous allez appliquer ça à votre mineur. Vous allez appliquer dans le cadre de votre mineur, justement, la règle de droit. Et cette mineure, il ne faut pas la négliger dans le cadre de la rédaction de votre cas pratique. Ça va être une partie assez dense, puisque c'est dans le cadre de votre mineur qu'on trouve tout votre raisonnement, où vous allez confronter justement la règle de droit au fait de l'espèce. Donc on doit le retrouver ça en quelque sorte visuellement dans la présentation de votre cas pratique. On doit voir justement cette ventilation d'une part au regard du plan que vous aurez ici tenu, même si on vient parfois vous dire que le plan n'est pas obligatoire, que le plan est facultatif,
permettez-moi de vous dire que c'est faux, puisque désormais de plus en plus le plan devient la norme. L'intégralité ou presque des étudiants suivent un plan, respectent un plan, donc si vous ne suivez pas ce plan-là, en quelque sorte, votre copie va de fait être dévalorisée. Mais au-delà finalement de la structuration de votre raisonnement, très concrètement également pour le correcteur, le plan que vous allez proposer lui permet également d'avoir une grille de lecture. Ça va lui permettre également de balayer rapidement, au début de sa correction et au terme de sa correction, l'ensemble des points que vous avez abordés. Donc au terme de sa correction, il va balayer de nouveau votre copie pour s'assurer que vous avez abordé ici bien tous les points, toutes les problématiques du cas pratique, et justement le plan vous permettra à votre correcteur de vous assurer ici que vous avez bien envisagé toutes ces problématiques-là. Donc c'est également pour des considérations très concrètes. Ensuite, et une fois de plus ça paraît évident, mais ça vous le négligez, et vous le savez pour la plupart d'entre vous, vous ne prenez pas le temps de relire rapidement votre copie. Prenez le temps de la relecture, puisque c'est à la faveur de cette relecture où vous allez justement pouvoir ici effacer les coquilles les plus évidentes, les fautes les plus grossières. Et même si vous allez vous dire peu importe l'orthographe, parce que finalement les points qui peuvent être alloués sont finalement mineurs, donc vous avez tendance parfois à venir négliger cet aspect-là, mais attention, l'orthographe, au-delà des points qui peuvent être réservés à l'orthographe, ça participe de la crédibilité de votre copie. Vous imaginez bien qu'une copie, lorsqu'elle donne lieu à des fautes à chaque mot, cette copie, naturellement, elle n'est pas crédible. Naturellement, on va avoir tendance, indépendamment des points qui peuvent être alloués justement à l'orthographe, on va avoir tendance justement à dévaloriser systématiquement la note qu'on pourra accorder sur les différentes problématiques identifiées. Donc ne négligez pas justement cette relecture qui vous permet justement de gommer ici les principales fautes, les principales grossièretés de votre copie. Alors sur les principales écueils et les façons de les éviter, on les a abordés, mais on va également les reprendre. C'est ce que vous faites très souvent, je vous l'ai dit, une lecture trop rapide de l'énoncé, où vous passez à côté de certaines problématiques. Ou parfois, en lisant également, lorsque les problématiques sont identifiées, en lisant trop rapidement les questions qui vous sont posées, vous n'allez pas forcément vous rendre compte qu'une question peut en cacher une autre. Donc, prenez le temps de lire l'énoncé pour comprendre l'énoncé et pour comprendre les problématiques. C'est le préalable. Et c'est très souvent ce que vous ne faites pas suffisamment. Ensuite, autre point également, autre écueil, gérez votre temps. Pourquoi? Puisque l'épreuve s'est raccourcie, elle n'est plus de 2h30 sur une épreuve de 5 heures, avec auparavant le droit des obligations, elle est désormais de 2 heures. Vous avez donc 2 heures, et il faut justement respecter ici, et c'est la principale peut-être difficulté de l'épreuve, de respecter le temps qui vous est imparti sur des cas pratiques qui sont parfois longs. C'est la raison pour laquelle, justement, il faut maîtriser les notions pour ne pas avoir à perdre de temps dans le cadre de la recherche des dispositions juridiques applicables. Donc, gérez votre temps. Pour gérer votre temps, il faut que vous vous connaissiez. Pour vous connaître, il faut vous entraîner. D'où l'importance, justement, des entraînements qui vous permettra de vous positionner dans le temps, savoir si, au bout d'une demi-heure, vous êtes à l'avance ou si vous êtes en retard, puisque plus que jamais, ici, le temps dépend justement de votre rapidité à raisonner, de votre rapidité également très concrètement à rédiger. On sait que certaines personnes ne peuvent pas, au-delà d'un certain délai, rédiger par exemple plus de 2 pages, 3 pages. Donc il faut également se connaître sur la rapidité de rédaction. Donc ça c'est un autre point important. Pensez à bien gérer votre temps. Ne perdez pas trop de temps sur une question pour en défavoriser une autre. Et du coup, vous allez en effet peut-être avoir l'intégralité des points sur la première question, 3 points sur 3. Négligez totalement la dernière question qui va être peut-être sur 5 points. Alors que finalement, si vous avez mieux réparti votre temps sur les différentes questions, vous auriez peut-être gagné plus de points en ne négligeant pas justement cette dernière question et en ne passant pas trop de temps, par exemple, sur la première question. Donc, gérez votre temps. Sur la gestion du temps, ne perdez pas de temps également. Ça rejoint l'autre point. Le rappel des faits. Certains IOJ exigent parfois qu'il y ait un rappel des faits, in extenso, plutôt résumé, etc. Le rappel des faits, au début de votre cas pratique, doit servir uniquement l'introduction du propos. Donc c'est ici quelques lignes dans votre cas pratique. Quelques lignes pour introduire vos propos. Quelques lignes pour présenter très brièvement les faits, pour présenter très brièvement le raisonnement que vous allez suivre, pour annoncer ici, en quelque sorte, votre plan. Donc vous allez ici synthétiser les faits pour les réduire. Alors,
minimum, pour ensuite mieux l'articuler derrière avec le plan et l'exposé du plan que vous allez justement suivre. Donc ça va être ici quelques lignes de propos introductifs, ça va être ici 5 lignes, 10 lignes tout au plus, mais jamais au-delà. Et encore 10 lignes, c'est à mon sens un petit peu excessif. Ensuite, autre écueil à éviter, ayez toujours une approche nuancée des faits. C'est-à-dire que très souvent dans le cadre d'un cas pratique, lorsque vous avez des irrégularités, elles sont rarement expressément soulignées. Rarement on va vous dire par exemple qu'en garde à vue, la personne n'a pas pu voir son avocat. En principe, lorsqu'on le fait, lorsqu'on vient vous indiquer ça, c'est trop grossier. Très souvent, les problématiques se trouvent dans le silence de l'énoncé. Lorsque par exemple, dans le cas d'une garde à vue, on ne vient pas vous dire dans le cas de l'énoncé que le procureur de la République a été informé. Et donc, si ici l'énoncé est silencieux, par exemple sur l'information immédiate du procureur de la République, il vous faudra, dans le cadre du silence de l'énoncé, vous interroger s'il n'y a pas là ici une irrégularité. Si l'énoncé n'en parle pas ici de cette information, par exemple du procureur de la République, est-ce que c'est que les OPJ ne l'ont pas informé immédiatement? Dans ce cas-là, c'est une irrégularité qui entraînera en l'occurrence nullité. Ou est-ce que dans le silence de l'énoncé, il y a lieu de considérer qu'ils l'ont fait? Donc dans le silence de l'énoncé, le silence est équivoque, donc il faut justement que ce caractère équivoque se retrouve dans votre réponse pour que vous envisagiez les différentes hypothèses, et très souvent dans le silence de l'énoncé, il vous faudra donc trancher, prendre une position. Très souvent lorsque l'énoncé est silencieux, il y a lieu d'y voir une irrégularité, mais peu importe finalement la solution que vous retiendrez, dès lors que vous avez envisagé les différentes hypothèses. Ces différentes hypothèses, il faut donc les envisager dans le cadre de votre mineur, dans le cadre de votre raisonnement. Et là, une fois de plus, attention, autre écueil à éviter, parfois vous ne passez pas assez de temps sur justement le raisonnement que vous allez suivre. Vous ne passez pas assez de temps sur justement, par exemple, la ventilation des différentes hypothèses qu'il peut y avoir dans le silence de l'énoncé. Donc veillez à bien respecter, c'est ce qui manque dans vos cas pratiques la plupart du temps. C'est ce qu'il y a de plus important dans le cadre d'un cas pratique, c'est le syllogisme juridique. Le syllogisme juridique, c'est en quelque sorte ici le raisonnement imparable qui conduit à la conclusion. C'est je rappelle d'abord la règle de droit, les principes qui s'appliquent. Je définis mes notions, je rappelle les fondements juridiques, j'illustre le cas échéant l'application de ces fondements juridiques au vu de la jurisprudence. Vous essayez naturellement de trouver une jurisprudence qui se rapproche le plus possible des faits, avant justement d'aborder l'autre partie de ce syllogisme juridique qui va être ici votre mineur, qui va être ici finalement votre rappel des faits. Vous allez rappeler brièvement quels sont les faits qui intéressent la problématique que vous abordez, les faits en l'occurrence qui concernent par exemple la garde à vue, pour ensuite articuler ce rappel des faits avec les principes que vous avez énoncés, pour confronter justement ce rappel des faits avec les fondements juridiques pour voir justement s'il y a ou non une irrégularité. Et ensuite, si vous retenez une irrégularité, dans le cadre justement de votre mineur, dans le cadre de votre raisonnement, la confrontation des faits au droit, vous allez ensuite, et ça vous l'oubliez, je ne sais pas ce qu'on va vous dire systématiquement, la conclusion. La conclusion, c'est une ligne. C'est donc, la garde à vue est irrégulière. Et au-delà de cette conclusion sur l'irrégularité, il faut aller au bout du raisonnement. Et c'est ce qui manque très souvent, c'est tirer toutes les conséquences de vos constatations. Les conséquences de vos constatations en procédure pénale, c'est est-ce que l'irrégularité entraîne nullité? Puisque toute irrégularité n'entraîne pas nullité. Il peut y avoir un acte irrégulier et que pour autant, ce soit sans conséquence en procédure pénale. Donc, veillez à chaque fois à aller jusqu'au bout du raisonnement pour voir si l'irrégularité de la garde à vue entraîne la nullité de cet acte. Et même au-delà, si la nullité de cet acte, si la nullité de la garde à vue va avoir des conséquences sur la suite de la procédure. Et si vous voulez aller vraiment au bout du raisonnement, et c'est en allant justement au bout du raisonnement que vous allez vous distinguer par rapport aux autres étudiants, puisque rares sont ceux qui vont justement au bout du raisonnement, vous allez envisager ensuite de quelle manière justement, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir faire valoir cette nullité. Lorsqu'une garde à vue est irrégulière, lorsque vous constatez que l'irrégularité entraîne nullité, à quel moment est-ce qu'on va soulever cette nullité? Et donc là, vous allez une fois de plus indiquer, ça va être la nullité au stade du jugement s'il n'y a pas d'instruction, ou ça va être une nullité qui va être soulevée devant la chambre de l'instruction si une instruction, si la garde à vue a lieu dans le cadre d'une instruction, ou si la garde à vue va ensuite donner lieu à une instruction.
Donc pensez bien à tirer toutes les conséquences de vos constatations. Et à chaque fois, il faut asseoir votre raisonnement, et là une fois de plus c'est un autre écueil à éviter, veillez à chaque fois à asseoir votre raisonnement avec les différents fondements juridiques. Rappelez systématiquement, c'est la base de la procédure pénale, c'est la base du droit pénal, c'est le principe de l'égalité. Rappelez les textes, rappelez les fondements juridiques. Et de grâce, n'allez pas et ne procédez pas par raccourci en citant la jurisprudence. La jurisprudence se fonde nécessairement, se rattache nécessairement à une disposition juridique. Même si peut-être la notion, par exemple, sur le principe de loyauté, même si cette notion sur le principe de loyauté de la preuve est d'origine prétorienne, elle se rattache forcément à un fondement juridique, en l'occurrence à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, à l'article 6 de la Convention européenne. Mais de grâce, avant de citer la jurisprudence, partez du commencement et donnez les fondements juridiques applicables, systématiquement les fondements juridiques. On ne veut pas de solution sans fondement juridique. Ensuite, je l'ai évoqué sur la conclusion, de tirer toutes les conséquences de vos constatations. Mais encore, autre remarque sur ce qui peut donner lieu à une nouvelle forme ici de cas pratique. Le cas pratique qui peut vous être donné peut parfois verser dans une forme de consultation juridique. Autrement dit, et c'est l'intérêt du nouveau programme, il a une vocation beaucoup plus professionnalisante. Les sujets qui vous sont donnés vont être beaucoup plus concrets, beaucoup plus pratiques, donc on peut parfois vous mettre en scène. C'est-à-dire vous dire que, en l'occurrence, vous êtes avocat, on vous est désigné sur une affaire, et qu'en votre qualité de conseil, en votre qualité d'avocat, on va vous demander concrètement ce que vous allez faire, par exemple, lorsque vous allez arriver en garde à vue. Donc lorsqu'on vous met en scène, attention, on vous met en scène certes, vous êtes peut-être valorisé, vous en mourrez sans doute d'envie, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, d'être avocat, mais prenez toujours la distance dans votre cas pratique, dans le cadre de la résolution de votre cas pratique, de votre consultation. Prenez de la distance en préférant des formulations impersonnelles. Évitez de dire je, évitez de dire moi avocat, je ferai, moi avocat. Préférez ici cette formule de style à la présidence de la République, mais en tout cas pas en tout cas à l'avocature à laquelle vous vous destinez. Voici les principales écueils à éviter, qui sont finalement les écueils les plus courants, et forcément, si vous vous lancez dans le cadre d'un premier cas pratique, vous allez forcément vous y retrouver, mais forcément aussi, dès lors que vous aurez suivi, j'espère, cette séance, vous vous épargnerez ces écueils et les remarques qui pourraient être faites du coup dans le cadre de ces corrections.